Quand les pompiers arriveront, ils n'entendront que quelques mots très faibles, inarticulés, incompréhensibles, et vous mourrez pendant le transfert à l'hôpital. La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent Sortie de vie de Patrick Lallemand. Lecture Philippe Crubézy. Musique Charlie Nelson. Sylvie, vous êtes née il y a 38 ans à Vierzon, dans un milieu modeste. Votre père s'absente souvent, parfois toute la semaine, avec son collègue et ami Jean Rigaud, faire la tournée des inventaires dans l'Yonne, dans le Morvan, où on l'attendait avec 3 douzaines d'escargots et une bouteille de Chablis pour faire passer les erreurs d'addition. L'homme si mince qu'il en paraît grand sur sa photo de mariage avec ses lunettes s'est ainsi arrondi en quelques années, passant de 60 à 75 kilos avec les bretelles. Le temps d'aller faire sa classe, votre mère, qui n'a pas l'argent pour vous faire garder, vous laisse seul enfermé avec des pages de lettres et de chiffres à dessiner. Oui, car tracer des signes sans vraiment savoir à quoi ils servent, ça s'appelle dessiner. Vous aimez particulièrement le chiffre 4. Pas seulement parce que vous avez 4 ans. Vous trouvez qu'il a l'air d'un personnage pensif, assis sur le rebord d'une fenêtre, musardant au soleil le long du chemin qui descend vers le Céret. Certains soirs, vous assistez aux ébats de votre mère quand elle revient avec un amant et quand elle vous laisse seul dans une pièce avec une boîte de chocobéennes. Elle s'occupera particulièrement de vous quand vous intégrerez sa classe de CM2, celle des filles, car elle tient à ce que vous soyez dans sa classe, au premier rang, pour l'exemple. Vous pouvez lui faire confiance. Vous êtes comme un enfant attaché à un piquet pour qu'il ne se sauve pas, pour qu'il dise bonjour, qu'il soit poli envers tout le monde et en retour se faire bisouter par des mamies avec des têtes à la Mélanie Klein, celui dont on parle, dont vous êtes la fierté, pour qui vous travaillez bien à l'école. C'est le moins qu'on attende de vous, vu que vous avez toutes les capacités. Votre mère ne vous dira rien de tout ça. Vous vous détestez. Vous êtes intelligente, pourtant. Vous êtes agrégée d'anglais. Pour faire plaisir à votre mère. Une langue que vous n'aimez pas, un métier d'enseignante qui ne vous intéresse pas longtemps, et pourtant vous y avez réussi. Du moins sur le papier. Mais vous plaquez tout ça et vous reprenez tout à zéro. Inutile de vous faire des reproches ou vous demander des comptes. À 25 ans, vous n'avez plus à écouter votre mère. Alors vous faites psycho. Et ça vous plaît mieux. Vous êtes plutôt jolie et vous avez un certain succès auprès des hommes. À une époque où la société marchande a séparé le corps et l'intelligence des femmes, vous êtes restée entière. Si vous êtes seule et que vous n'avez pas envie de le rester, vous n'avez pas longtemps à attendre. Mais on ne sait pas trop s'il s'agit d'attendre. Vos rencontres sont un peu des collisions de hasard. Vous avez rencontré des hommes bien, pourtant. L'un d'eux, vous l'avez même épousé, vous avez vécu quelques années avec lui, mais voilà, il était bien, trop lisse, trop calme, et ça ne vous ressemblait pas. Alors vous avez gentiment divorcé pour reprendre une vie faite de hasard, pas fâché, à l'amiable, c'est bien ce mot-là, amiable, on croirait entendre le mot aimable, simplement en intervertissant 2 petites lettres. Vous vous êtes séparés à l'amiable, entre gens aimables, donc, gardant ainsi de bonnes relations avec lui, c'était un type bien, mais quand il apprendra votre mort, il n'aura pas franchement l'air surpris. Ça devait arriver, dira-t-il. Il vous connaissait bien, très bien. Il aurait eu quelques années pour apprendre qui vous étiez. Votre comportement ne vous présageait pas de mourir sagement dans votre lit. Vous sortez seul la nuit, vous fréquentez les bars habillés dangereusement, vous acceptez la protection du patron de l'un d'eux qui vous réserve une chambre. Un soir, vous ramenez un drôle de client, un dénommé Simon Derville, un type qui vit dangereusement lui aussi. Il escalade des éoliennes pour faire de la maintenance, à 80 mètres de hauteur. Il inspecte, il nettoie, il ressoude, il s'y use la santé et ça lui rapporte. Personne ne lui prendrait sa place. Mais quand il rentre, il boit. Vous vous mettez en ménage avec lui. Rien de tranquille. Il est jaloux, ça hurle, ça se déchire. L'homme est un gringalet, mais il vous bat. Le ménage est un engrenage de casseroles infernales. Entre 2 crises, vous faites un enfant qui portera votre nom car il ne le reconnaît pas. Vous prenez un psy, ce qui vaut de faire un aller-retour à Paris tous les samedis, malgré les fins de mois difficiles. Vous vous séparez. Vous vous rabibochez.
Même quand vous déménagez ailleurs, sans laisser d'adresse, il trouve le moyen de savoir où vous êtes et de venir vous rechercher. Un jour arrive l'invraisemblable pour vos amis, à celles qui vous ont aidé et à qui vous avez promis que c'était la der. Elles s'en amusaient presque, mais elles n'étaient pas rassurées. Et elles avaient raison. Peu de temps avant votre mort, vous aurez une relation avec un homme que vous aimez bien, que vous connaissiez depuis longtemps, et lui aussi, il va mourir, sauf qu'il le sait. Enfin, disons qu'il s'en doute. Il a un grave problème cardiaque, il ne veut pas d'une transplantation, et il sait par où est sa sortie. C'est un type intelligent, un peu comme le premier. Mais on a l'impression que vous vous êtes laissé séduire uniquement parce que vous saviez que ça ne durerait pas avec lui. À Noël, vous descendez avec votre fils chez votre père. Vous avez prévu d'y passer quelques jours. Un jour que vous revenez du village d'à côté, pain, poste, mairie, on ne sait pas, dans votre voiture déjà un peu ancienne et qui nécessiterait une révision, en roulant comme d'habitude, c'est-à-dire vite, très vite, en pleine ligne droite, vous sortez de la route. Une voiture signalera une Clio rouge retournée dans un champ. Quand les pompiers arriveront, ils n'entendront que quelques mots très faibles, inarticulés, incompréhensibles. Et vous mourrez pendant le transfert à l'hôpital. C'est inhabituel, voire surprenant de mourir à cet endroit, car il n'y a pas d'arbres. On sort de la forêt de Vierzon, on traverse une zone cultivée, il n'y a pas d'obstacle, on n'en saura pas plus. Enquête bâclée autour de l'état de la voiture, c'est vrai, faute d'argent, faute de temps, on peut toujours incriminer les freins, les amortisseurs, et quoi d'autre encore. Mais tout de même, en pleine ligne droite, comme toutes les morts incompréhensibles, comme les suicides auxquels on ne croit pas, on cherchera le crime parfait, le complot, la faute inexpliquée, la voiture coupable qui a raté son virage et obligé celle d'en face à sortir de la route. Mais faute de témoins, cette voiture-là n'a pas de couleur, pas d'odeur, pas de conducteur. Votre premier mari, celui qui dira simplement que ça devait arriver, le sait bien, lui, à ce qu'il dit, et il n'a pas besoin d'enquête. Que la voiture coupable, c'est cette violence intérieure qui l'a connue et qui la conduisait et qui roulait vite, toujours trop vite. Ce qui suit, votre père me l'a raconté au téléphone et ne figure pas dans le rapport des gendarmes et peut-être n'y aurait eu aucune importance. Ce jour-là, vous n'êtes pas allé chercher le pain ni le journal dans le village d'à côté. Vous êtes allé voir votre grand-mère à l'EHPAD public de Vierzon. Votre grand-mère allait très mal. À ses plaintes, personne ne répondait. Ni votre père, ni le personnel pour qui il n'y a que le règlement, les procédures. Votre corps va mal? Vous souffrez? Vous voulez sortir? Pas question. On est là pour vous analyser, vous soigner. Vous entendez? Comment? Vous ne voulez pas vous lever? Vous ne voulez pas vous laver? Vous êtes trop vieille, ça ne sert à rien. Non, mais vous plaisantez. Ici, on est en collectivité. Il y a des règles d'hygiène. Allez, oust, sous la douche. Les personnes âgées en fin de vie, on les assomme à coups de tranxène, même si elles n'ont pas mal. Elles font des cauchemars la nuit, alors elles crient et on les calme au tranxène, même si elles ne supportent pas. Le personnel a la paix, la famille a la paix, le monde a la paix, et le malade ne se rend plus compte de rien. Personne ne sait plus que la personne est en train de mourir. Ni le personnel, ni la famille, ni le patient lui-même. Le tranxène est là pour calmer tout le monde. Tout le monde dort. La mort peut entrer par la fenêtre comme un cambrioleur, prendre tout ce qu'elle veut et ressortir. Personne n'entendra rien. Alors votre grand-mère vous a demandé ce jour-là de l'aider à mourir. Il n'y avait que vous pour comprendre. Vous avez fait psycho. Vous êtes la caisse de résonance de toute la famille. Comme les autres ne manifestent rien de leurs angoisses, c'est vous qui angoissez pour tout le monde. Vous ne pouviez pas la laisser tomber. Et vous êtes sorti de là bouleversé. Il n'y avait pas besoin d'arbres, ni de freins défectueux, ni de faire un malaise. Ça vous a tellement perturbé au retour que vous en êtes sorti de la route. Je me vois devant la tombe encore ouverte et vide à m'interrompre de temps à autre pour secouer mes deux feuillets. J'imagine devant moi la vingtaine d'hommes et de femmes, parmi eux vos parents, l'ex-mari, le compagnon, le frère, votre fils de 8 ans. D'un parapluie à l'autre, je peux lire sur les lèvres « Mais qui c'est, ce type? Tu le connais? Il ne s'est pas trompé d'enterrement ?» Les autres, ceux qui vous connaissent depuis longtemps, ceux qui sont venus de loin, doivent trouver le temps long et que je ferais mieux d'abréger et même de m'abstenir. Est-ce bien l'endroit, est-ce bien le moment pour faire ce genre de révélation? Y en a-t-il ici qui connaissent cet homme, qui ont entendu parler de lui? Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Il me reste de vous les quelques photos échangées sur Tinder, vos messages et même quelques lettres. Je n'ose imaginer ce qui se serait passé si on s'était rencontrés pour de vrai.
Sans doute rien. Vous m'auriez souri, et on ne se serait plus revu. Je n'avais aucune chance de vivre quelque chose avec vous. Le jour de vos obsèques, nous devions, enfin, nous rencontrer. Place Beaubourg pour une rétrospective Picabia. C'était mon idée. Les expositions, les parcs municipaux, les séances des cinémas, les concerts, voilà qui, selon moi, changeaient des insipides cafés-crème dans des cafés bruyants et permettaient de se rencontrer en passant un bon moment. Vous en aviez accepté le principe. Quand j'ai téléphoné la veille vers 10 heures pour en rappeler les modalités, en réalité vous étiez encore chez votre père dans le Berry et deviez remonter sur Paris dans l'après-midi. C'est votre fils de 8 ans qui a décroché, la voix faible et encombrée, et qui a tout de suite passé son grand-père, qui m'a alors expliqué. Tout le monde était prêt, les obsèques étaient dans 1 heure. Que s'était-il passé? Ce petit texte est tout sauf un discours. Devant moi, il n'y a rien, ni personne. Tous les gens dont j'ai parlé, les passants de votre vie, sont partis. Derrière moi, il y a une tombe ouverte qu'on ne regarde que de dos. Si je me retournais, je verrais qu'il n'y a rien. C'est une tombe de fiction. La mort est vaincue. La parole peut sortir libre. Je dois vous ressusciter, je vous cherche. Je ne parle pas de vous, je m'adresse à vous comme un écrivain qui s'adresserait à son héroïne, afin de lui donner vie, de lui offrir les portes de son imaginaire, d'écrire la première phrase. Il dirait « Alors, on commence? On y va ?»